parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voie du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Today, in the world of freedom, Au studio des PTT, les nouveaux appareils de transmission sont braqués sur les interprètes de cette séance de gala diffusée par la Tour Eiffel. Bonjour, avant J'aimais pas la politique, c'est l'émission qui cherche à vous faire un peu aimer la politique. Aujourd'hui, nous sommes avec Roselyne Bachelot, que tout le monde connaît. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été plusieurs fois ministre, vous avez été ministre sous Jacques Chirac, vous avez été ministre également sous Nicolas Sarkozy, ministre des Solidarités, ministre de la Santé. Et des sports. Et des sports, très important, à l'époque où c'était, où il y avait un ministre. Oui, voilà. Et vous sortez plusieurs choses là. Vous sortez un ouvrage qui est La petite fille de la Ve République. Vous allez nous en parler, donc chez Flammarion, que je montre. Et d'ailleurs, l'endroit, nous sommes au Café Français, ça va vous plaire, et nous sommes en face de l'Opéra Bastille, que vous fréquentez beaucoup. Vous adorez l'opéra, et vous sortez Salut à la France, qui est un ensemble de trois CD. Et c'est vos choix? Alors effectivement, Warner Classics m'a demandé de composer un album. Et je suis une dingue d'opéra, mais... Vous ne chantez pas, hein, dans le... Non, ce sont les plus grands artistes du monde qui chantent. Curieusement, les Français, même des gens habitués à l'art lyrique, ne connaissent pas ou même méprisent l'opéra français. Donc j'ai voulu composer un album d'opéra français ou en français. Et pour faire un clin d'œil à mon ancienne carrière, j'ai baptisé ce triple album « Salut à la France ». Alors, Salut à la France, ça pourrait être aussi le sous-titre de votre ouvrage. Vous dites donc, c'est un ouvrage qui parle de vous, mais qui fait sans cesse des références à l'histoire de notre pays. Vous dites que notre pays est le plus beau pays du monde. Pourquoi c'est plus beau que l'Italie, l'Espagne ou vous dites l'histoire de ce pays, c'est l'histoire la plus exceptionnelle. Je suis une Européenne et moi, l'amatrice d'opéra, évidemment, je ne jette aucune opprobre sur... Verdi, vous aimez aussi. Verdi, Wagner ou l'opéra russe, bien entendu, avec notre pays, qui sont les 4 grands pays d'opéra. Mais je me suis rendu compte que je racontais l'histoire de ma République, puisque je suis tombée dans la politique toute petite, fille de 2 résistants, et à travers cette histoire de mon pays, que je vis de façon totalement subjective, c'est un livre de souvenirs, je me suis rendu compte que notre pays, oui, était vraiment le plus beau pays du monde, ce pays de la démocratie, ce pays de l'art, avec une histoire incroyable, des gens qui n'arrêtent pas de se battre, mais qui finalement je crois, s'aiment bien. Oui, place de la Concorde, c'est une autre place, la réconciliation. Voilà. Alors, habituellement, dans cette émission, on essaie d'aller chercher un peu dans la boîte noire de l'engagement politique. Pourquoi vous vous êtes engagé en politique? Là, j'ai envie de poser la question inverse. Pourquoi vous n'aimez plus la politique? J'aime la politique. Encore? Pourquoi vous mais n'en bien faites sûr. plus? Ou pas de la même manière? D'abord, je suis une citoyenne, je fais de la politique à travers mes engagements. Dans le dernier combat pour le mariage pour tous, par exemple. Oui, vous vous êtes engagée, mais... Je me suis engagée comme citoyenne, comme militante associative. Quand on a défilé ici, tiens, on a démarré une des manifestations, la première, on l'a démarrée ici, sur cette place de la Bastille. J'ai été invitée à rejoindre le carré des politiques. Je dis non, ce n'est plus ma place. Je serai dans le carré des associations. Ça veut dire que vous ne serez plus ministre, vous ne serez plus élu. C'est définitif. Non, c'est définitif. Jamais, on ne dit jamais. Mais je ne ressens absolument pas ni remords, ni regrets. Je n'ai pas abandonné la politique. Écoutez, j'ai fait ma première campagne électorale en 1977. J'ose à peine le dire. Non mais Roselyne Bachelot, tout le monde critique les hommes politiques et les femmes politiques qui s'accrochent. Mais oui, mais là vous n'allez pas vous en tirer comme ça parce que c'est quand même très rare en France. Moi, je connais un peu la société américaine, c'est tout le temps. Les hommes politiques américains et femmes politiques font campagne, ils ont un mandat, puis après c'est terminé. Mais en France, c'est quand même, vous êtes... je suis un oiseau rare. Ben alors, c'est pour ça qu'on a envie de comprendre. Vous savez, mon père disait toujours, rappelait cette phrase de Clémenceau qui disait « La politique, c'est comme un hamac,
politique, on a beaucoup de mal à monter dedans, ensuite on est ballotté de droite à gauche et ensuite on se casse la gueule en sortant. Et bien moi j'avais pris la décision que je ne me casserais pas la gueule en quittant la politique. Il faut quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. J'avais fixé l'échéance et cette échéance, je l'ai observée. Ah, vous avez fixé l'échéance? J'avais fixé l'échéance. Saviez... Je savais exactement le moment auquel j'allais partir. Il ne faut pas partir sur un échec. Et j'ai quitté la politique en me disant « oui, j'ai vécu des choses formidables et puis maintenant je vais à nouveau vivre des choses formidables dans un autre métier, en facilitant d'autres engagements. » C'est qu'un homme politique, on ne peut pas rarement lui proposer la question de son bilan, parce que c'est toujours en cours, même très très tard. Vous, quand vous regardez l'ensemble de votre parcours politique, est-ce que vous pouvez me dire ce dont vous êtes le plus fier et ce dont peut-être vous êtes le moins fier? Alors d'abord, je ne répondrai pas à la deuxième partie de la question. Il y a bien des gens pour vous flageller. Moi, je n'ai aucun masochisme et je ne vais certainement pas on va s'attarder à la première. À cette question. Mais alors, vraiment, vous regrettez quoi? Puis alors, il y a des cons qui disent, alors non, je ne ferai pas partie de cette caste. On ne va pas faire de l'autocritique. Voilà, exactement. Alors, ce dont vous êtes le plus fier. Ce dont je suis le plus fier, c'est finalement d'avoir gardé ma liberté tout au long de ces engagements, de n'avoir jamais marché au son du canon. Évidemment, le moment qui est le plus connu par l'opinion publique, c'est mon discours sur le pacte civil de solidarité, où seul de mon groupe, je monte à la tribune de l'Assemblée nationale pour défendre cela. Mais tout au long de ma carrière politique, c'est arrivé quand, par exemple, j'ai voulu voter la loi sur le tabac et l'alcool et je devais être l'orateur de mon groupe et en refusant de céder au lobby, on m'a retiré mon poste. Et tout au long de ma carrière, j'ai eu l'occasion de dire que je n'étais pas d'accord. Et d'ailleurs, je remercie les gens qui ont accepté que je le dise et qui n'ont pas mené contre moi d'opérations punitives, même si parfois je l'ai très lourdement payé. Donc cet ouvrage parle quand même beaucoup de votre histoire, mais de l'histoire de France. Je pose souvent une question qui est l'événement de l'histoire de France qui vous paraît le plus marquant. Là, j'allais dire l'événement de la Ve République qui vous paraît peut-être le plus marquant, mis à part évidemment sa naissance. Oui, c'est d'abord sa naissance, c'est cette place de la République qui n'est pas si lointaine, si éloignée du lieu où nous sommes, et le discours fondateur du président de la République, de Charles de Gaulle. Mais il y a aussi des événements que j'ai vécus personnellement, comme cette conférence de presse du général de Gaulle. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont assisté à la conférence de presse, de re-rentrer dans la vie politique du général. J'étais toute petite, enfin, j'avais une dizaine d'années, et mon père m'y a emmené. Et c'était encore la gare d'Orsay, et il y avait une salle dans laquelle le général de Gaulle a tenu sa conférence de presse, et je l'ai entendu prononcer cette phrase: « Si vous pensez qu'à 67 ans, je vais commencer une carrière de dictateur, les libertés publiques, mais je les ai toujours défendues, pensez-vous que je vais y attenter ?» Et là, vous pensez qu'en ce moment, elles ne sont pas du tout menacées, nos libertés publiques. L'état d'urgence, les différentes mesures qui ont été mises. On parle parfois d'un Patriot Act à la française. Vous pensez que c'est absolument hors de question? Il n'y a rien qui nous menace dans les années qui viennent? Il faut reconnaître qu'il y a certaines menaces sur les libertés publiques, absolument. Alors, il faut savoir, entre la protection et la liberté, le bon dosage. Moi, je fais crédit au gouvernement et à la puissance publique d'essayer de naviguer entre les écueils. Mais je ressens effectivement l'état d'urgence en s'installant dans la durée comme une menace pour les libertés publiques, certainement. L'autre question que je pose souvent, mais là je ne vais pas la poser exactement de la même manière, c'est quel est le personnage quel est de faveur? Parce que souvent, le personnage de l'histoire de France que vous préférez, mais là je le sais, c'est le général de Gaulle. Eh bien, j'aime beaucoup le général de Gaulle, oui. Mais j'ai une passion pour Georges Clemenceau. Père de loi sociale, très très novatrice, empêchant le travail, condamnant le travail des enfants. Je ne reconnais pas un féministe convaincu, non. À poil dur. Il
Et puis alors, surtout, ce que j'apprécie chez Clémenceau, c'est véritablement un humour totalement décapant. On connaît ses phrases. Le problème pour un ambassadeur, c'est qu'il ne suffit pas d'être con, en plus, il faut être poli. Moi, il y a des petites pépites comme ça que je trouve absolument. On ne coupera pas, c'est promis. De tradition, on termine par une question. Donc on va entendre cette question. C'est une question qui vous est posée cette semaine par Louis. On écoute la question de Louis. Bonjour Madame Bachelot, je m'appelle Louis Tellier, je suis actuellement en classe de terminale économique et sociale, option sciences politiques. Traditionnellement, il semble compliqué pour les personnalités politiques de tourner le dos au monde dans lequel elles sont habituées à évoluer. Pensez-vous qu'une reconversion comme la vôtre, assez brutale mais finalement très réussie, puisse être un bon moyen de rapprocher l'homme et la femme politique des Français ? Louis pose une question qui est finalement la question de la liberté en politique. C'est que effectivement, au bout d'un certain temps, au bout de l'évolution de cette Ve République, on a vu s'installer des gens qui étaient des professionnels de la politique. Il y a une quantité incroyable d'assistants parlementaires, de salariés d'organismes publics ou parapublics qui rentrent dans la politique et qui ont un rapport finalement de vassal vis-à-vis de la République. Moi, j'ai eu la chance véritablement de sortir de la société civile et de pouvoir y rentrer à n'importe quel moment. Et d'une certaine façon, je fais une autre carrière, mais à partir du moment où j'avais décidé de quitter la politique, j'avais aussi la possibilité d'exercer cette liberté. Donc avoir la possibilité d'avoir une autre carrière après la politique, c'est certainement être mieux au service des Français. Merci Roselyne Bachelot. Merci à vous. Et je rappelle donc d'abord votre ouvrage, La petite fille de la Ve République, qui est un livre de souvenirs, mais qui parle de notre pays. Et puis, pour ceux qui n'aiment pas la politique et qui n'aiment pas l'opéra, mais qui veulent découvrir l'opéra, ces grands airs « Salut à la France » de l'opéra français. C'était avant J'aimais pas la politique du Café Français. Bonsoir à tous. Parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voie du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Today, in the world of freedom,